reasonableness of Christianity, qui fait pourtant intervenir la sanction éternelle, n'en conserve pas moins l'opposition entre désir et moralité, à moins de supposer que le désir n'ait rien à voir avec l'intérêt. Il faut donc bien admettre que la transcendance de la loi naturelle par rapport à tout intérêt se conserve à travers toutes les œuvres, même celles où le désir sert d'introduction à la conscience morale. Quand Locke parle ici de démonstration, il faut bien entendre démonstration pour une subjectivité, preuve donnée à un individu de la validité d'une loi existant en soi, antérieurement à la démonstration. Bien plus évidemment dans ce dernier type de démonstration qui s'appuie sur les passions, il s'agit de démontrer à la conscience individuelle la nécessité de passer de la satisfaction immédiate à la satisfaction différée, de passer de l'amoralité à la moralité. Antérieurement à toute la réflexion kantienne, l'opposition de l'intérêt et de la moralité était déjà affirmée, même si leur articulation n'est pas exprimée avec la clarté que l'on trouve après Locke. Ainsi, la démonstration change de registre. La simple rationalité de l'homme, donnée empirique, est remplacée par les données empiriques issues du traité des passions, qui constitue à partir de la deuxième édition, les chapitres 20 et 21 du deuxième livre de l'Essai. Le contrat qui fonde la vie sociale est basé sur le fait de la rapine, répandue là où les biens sont communs. L'amour d'autrui vient de l'observation que les plaisirs les plus matériels sont les plus passagers. Et pourtant, cette inversion de l'ordre est plus un changement de point de départ qu'un changement de doctrine. Le Dieu visé, le bonheur cherché à travers la démonstration sont bien les mêmes que ceux dont Locke faisait les bases de sa morale. À travers les deux présentations, il s'agit bien d'une même nature ordonnée, œuvre d'un Dieu qui a mis en l'homme les capacités de découvrir son devoir. Une objection demeure possible. De nombreux textes de la première période surtout font référence à la prudence, comme champ éthique différent de la démonstration morale. Il s'agit là d'une affirmation traditionnelle, reprise à Aristote par Grotius, puis par le groupe de la Royal Society. La certitude morale, lieu de probabilité, est la seule certitude accessible en éthique. Or, le livre 4 de l'Essai reprend amplement à son compte cette tradition et il serait étonnant que Locke se contredise ainsi en situant la morale dans le domaine de la certitude métaphysique. Le champ de l'uneasiness serait, selon cette objection, du domaine de la prudence et donc de la probabilité et non de la démonstration. Mais cette affirmation contredit la forme même des textes comme Ethica. Par ailleurs, prudence et probabilité ne visent pas le même champ que la démonstration. La prudence porte sur le champ des existants concrets, des situations, des adiaphoras où la connaissance n'est pas possible et où il s'agit d'appliquer comme critère la loi naturelle qui, elle, doit être certaine. La démonstration, par contre, porte sur ce qui est connu, la loi naturelle notamment, qu'elle soit déduite par quelque voie que ce soit. L'uneasiness est principe, point de départ empirique de connaissance et non de probabilité, au même titre que l'homme, être de raison. Il n'y a pas de ce point de vue de différence fondamentale entre les deux approches. Cependant, quelques différences annexes valent la peine d'être notées. D'abord, le jeu d'équivalence entre la sanction et la durée. Jusqu'à l'Essai, y compris dans le chapitre 21, le plus récent jusqu'à Reasonableness of Christianity, la sanction est une qualité secondaire de la loi. Elle demeure nettement extérieure à la rationalité intrinsèque de la loi. La contrainte n'était apparue comme importante que pour remplacer la conveniencia. La loi avait sa rationalité intrinsèque liée à la sagesse divine et la sanction accrochée par le législateur à la loi conférait l'autorité, le statut de loi à ce qui était en soi rationnel. Dans les derniers textes, au contraire, le mouvement a commencé avec les refontes successives du chapitre sur le pouvoir. La sanction est intimement liée à l'acte. Le contenu et la sanction relèvent d'idées simples, distinctes que la raison doit constituer en idées complexes. La démonstration ne porte pas séparément sur contenu et sanction, mais les élève simultanément à la rationalité. Et cette rationalité n'est pas découverte d'une harmonie universelle, mais calcul de la durée. La raison est la capacité qui fait passer de l'instant du plaisir à la durée du bonheur, qui assure la permanence du bonheur. La morale s'adresse à des individus qui n'ont pas d'ambition au-delà de cette vie, mais découvrent grâce à la raison l'extension de la durée en éternité. La sanction naturelle inhérente à tout acte est, dans la démonstration, remplacée par la durée de la sanction éternelle. La prise en charge de la durée par la raison est la forme laïcisée de la sanction qui passe du législateur externe à la nature observée. Il devient désormais encore plus nécessaire de montrer que l'intérêt, le respect de la parole donnée sont plus sûrs que leur ignorance. La difficulté fondamentale devient alors le passage de l'individuel au social, charité, justice. Il faut aboutir par le biais d'une démonstration à ce que d'autres acceptaient comme une donnée expérimentale, la sympathie et la bienveillance.
Ainsi, les derniers textes sur la morale et même à certains points de vue les dernières rédactions du chapitre 21 de l'Essai paraissent-ils présenter une morale sans fondement divin. Dieu n'est pas le fondement du système de la loi naturelle comme lorsque tout reposait sur sa preuve. Il est la clé de voûte qui parachève le système en accordant le bien suprême. Le contenu et l'obligation de la loi naturelle sont élaborés à partir de l'observation des jeux effectifs de la passion et de la raison, non à partir de l'autorité divine. Mais cette inversion, cette laïcité est trompeuse. La confiance accordée au plaisir repose sur Dieu qui est l'auteur de la nature humaine, de son plaisir et de la raison qui est capable de faire passer du bien naturel au bien moral et de là au bien suprême. Donc hédonisme qui repose sur un présupposé métaphysique analogue à celui qui présidait à la rédaction des premières œuvres. La nature peut être objet d'observation et de science parce qu'elle est œuvre de Dieu et porte sa marque. La démonstration a posteriori par les effets présuppose la démonstration a priori par les causes. Cette double démarche est d'ailleurs classique chez Locke. On la trouve en morale, mais dans les textes même où Locke propose cette analytique du plaisir, une spéculation sur la contingence suit la même voie de l'empirique au divin. L'homme constate empiriquement qu'il ne s'est pas fait lui-même, qu'il n'est pas non plus auteur du cosmos, mais qui s'insère dans un monde qui est toujours déjà là, donné et non fait. La contingence est observée et non déduite de la création par Dieu. L'argument traditionnel que Locke utilise par exemple au début du traité procède à l'inverse. Il part de la création pour en déduire la dépendance de l'homme à Dieu ainsi que l'égalité des hommes entre eux. De même, plusieurs passages de l'essai s'appuient sur l'analyse des démarches de l'entendement tel qu'il est pour en déduire les limites et la possibilité d'une preuve de l'existence de Dieu. Mais cette preuve exige en fait une certitude acquise sur le projet divin de sauver l'homme par sa raison. L'observation empirique et la remontée à la cause supposent, implicite ou explicite, la démonstration à partir du principe. La position de Locke semble alors fort proche de celle que Tyrrell a défendue dans sa traduction commentaire de Cumberland. Je pense pour ma part qu'une obligation suffisante d'observer la loi naturelle s'impose à la plupart des gens du fait de ses récompenses naturelles attachées au devoir et de ses punitions naturelles pour le péché, récompenses et punitions que Dieu a instituées dans cette vie par la nature même des choses. Le plan divin s'exprime dans la réalité de la nature humaine et dans l'ordre du monde. Il suffit donc de se baser sur cette nature, sur cet ordre pour accéder à la connaissance de Dieu et de sa loi naturelle. Et pourtant Locke critique fort agressivement la thèse de Tyrrell, qui risque de mener à la justification de tous les malheurs baptisés en l'occurrence punition naturelle. Nouvelle volte-face, plutôt nouvelle manifestation de la difficulté de la question. Le naturel n'est pas de soi moral comme le croit Tyrrell, et tous ceux qui tendent à revenir à la théorie du sens moral ou de la moralité immédiatement évidente, ce n'est que par le conflit entre le besoin naturel et la courbure de la raison que l'on parvient au niveau moral. La bienveillance n'est pas un fait naturel, car aucun instinct n'est de lui-même moral. Et en même temps, ce n'est pas tout bien naturel qui peut être ouvert à la moralité. Nous ne connaissons pas le monde de façon suffisamment évidente, et affirmer d'emblée que tel trait naturel est d'évidence le point de départ de la morale, c'est revenir à l'intellection des maximes morales. Il faut à cause de cela une intervention de la raison qui conserve sa fonction de mise en relation. Si nous accordons confiance au naturel, ce n'est pas de façon aveugle, mais de façon agnostique, par la critique d'une raison qui est, autant que l'instinct, signe de Dieu. Contre toutes les simplifications qui conduisent à la tyrannie et à l'intolérance, Locke maintient ouverte la question de la loi naturelle. Et c'est vraisemblablement cet agnosticisme dans les démarches a priori et a posteriori qui est reproché à Locke, plus que la démarche même. La loi naturelle reste pour lui incertaine, formelle, et il rejette, comme le disait Shaftesbury, toute certitude morale hors de notre monde. Il y a exigence de démonstration, mais est-elle réalisable ? 5. Système et démonstration, la démission de reasonableness. Peu avant la rédaction de Reasonableness of Christianity, Locke prenait encore des notes pour rédiger son système éthique, et pourtant il pose en principe dans cet ouvrage que cette démonstration n'est plus indispensable. Peu importe qu'il s'agisse ou non de la rationalisation a posteriori d'incapacités conjoncturelles, telle sa maladie ou d'autres priorités, la seule question qui nous intéresse est de savoir ce qu'il advient en ce cas du statut de la morale. L'absence de démonstration d'un système complet de morale, puisque finalement son système de morale ne verra pas le jour, jette sur la morale et par là sur toute son œuvre un nouvel éclairage. La correspondance énonce, sous couvert d'excuses, la façon dont Locke conçoit désormais la démonstration en morale.
Non pas que je n'estime pas que la démonstration puisse être, en ces questions, poussée beaucoup plus loin qu'elle ne l'est, mais il y a beaucoup de propositions, peut-être des millions en mathématiques, que ni vous ni moi ne pouvons démontrer, que personne encore n'a démontré, ni ne démontrera avant la fin du monde. Et 2 ans plus tard, il ajoute « Que je sois capable de le faire, c'est une autre question. Tout le monde ne peut avoir démontré ce que le livre de M. Newton a prouvé démontrable. » 2 interprétations possibles. Selon la première induite par la première citation et qui porte sur le statut de la morale, la simple affirmation et de la déductibilité du système suffirait. Même si personne ne s'est révélé capable d'établir un tel système moral, le principe suffit à assurer la nature de la morale. Il y a une morale naturelle parce qu'elle est possible. De la même manière que la mathématique n'est pas achevée et néanmoins qualifiée de science. La démonstration morale, à peine ébauchée ou affirmée dans son principe, suffit à établir le caractère naturel de la loi, ainsi que l'exigence pour l'homme de procéder à cette recherche inachevée. Ainsi est détruite la source de l'intolérance, ce qui importe surtout à Locke. Il est impossible de prétendre désormais que la loi morale soit liée à l'obéissance à des dictateurs de principe. L'affirmation de la démontrabilité est un argument critique et son principe suffit. La systématicité n'est que la limite idéale de la déductibilité. Et je suggère de prolonger l'interprétation, étant donné la situation dans laquelle se trouve l'homme en ce monde, étant donné notamment son incapacité de connaître l'essence réelle des substances, et surtout celle de l'homme, il est en fait impossible d'atteindre cette limite, de pousser à son terme cette science. Établir un système de la géométrie serait possible si cette discipline était entièrement et sous tous ses aspects constituée de modes mixtes élaborés en toute indépendance par rapport à la réalité. Il suffirait d'avoir les capacités intellectuelles suffisantes pour dégager les relations analytiques a priori, mais sa conception de l'abstraction empêche une telle conception de la géométrie et de la morale. L'idée abstraite est liée à l'idée particulière dont elle n'est qu'une considération abstrayante. Le donné détermine toujours l'abstraction possible. Les conditions d'observation, l'expérience sociale, la situation culturelle sont importantes par les idées particulières et donc abstraites qu'elles fournissent à l'esprit et ce en morale bien plus encore qu'en géométrie. Il est d'ailleurs significatif que pour justifier la non-systématicité de la morale, Locke prenne ici pour exemple la physique newtonienne et non plus la pure géométrie comme le voulait le modèle de pensée emprunté à Grotius. La morale devient une démonstration ouverte où ne sont plus exigés à la fois un point de départ dans le principe absolu, l'idée simple, et l'arrivée à la certitude convaincante d'une liste de devoirs. Démontrable ne signifie pas nécessairement, ne signifie plus systématique, mais vérifiable. On est alors amené à considérer comme essentielle la définition de la raison comme œuvre, annoncée dès les premiers textes. La morale est démontrable, non parce qu'elle est systématique, mais parce qu'elle est naturelle, c'est-à-dire œuvre de raison et la tâche de l'homme est par là indiquée. La conséquence première de cette interprétation est suffisamment importante pour que nous ayons à y revenir. C'est que la démonstration n'a pas pour fonction d'établir de bout en bout une morale à appliquer, sinon il faudrait attendre la fin des temps pour agir moralement. La démonstration a pour fonction d'examiner une morale déjà existante, de la critiquer et éventuellement de la corriger. La démonstration est un système, est une synthèse critique de ce qui vient de l'éducation, de la tradition. Démontrer signifie désormais éprouver pour soi rationnellement, c'est-à-dire en ressentant l'évidence de chaque relation entre idées, une pensée morale. L'exigence rationnelle demeure, seul change le statut de l'origine, qui n'a plus à être qu'idéalement l'idée simple. Le point de départ effectif n'est pas nécessairement identique à l'origine théorique de la démarche synthétique. Deuxième interprétation suggérée par la deuxième citation et qui porte sur le statut de la raison. La démonstration n'est pas l'invention et il faut distinguer les deux fonctions. Une fois l'invention faite par un utilisateur supérieur de la raison, il est possible à un autre de vérifier pour lui-même le chemin. Le rôle que Newton a joué en philosophie naturelle, la religion, l'éducation, la tradition, les capacités de tel ou tel le jouent en morale. En chaque domaine, l'esprit supérieur fournit la solution et la méthode pour y arriver. Et ceux qui connaissent cette vérité par ouï-dire se l'approprient par une démonstration de vérification. Égale faire vrai pour soi. C'est l'interprétation que donne explicitement Locke dans Reasonableness. C'est une tâche trop dure pour la raison sans existence que d'édifier la morale en entier sur ses fondations véritables. Sous un éclairage convaincant, la raison n'a jamais produit de corpus complet de la loi naturelle à partir de principes inébranlables et par de claires déductions. Toutes les exigences de la déductibilité que nous avons plus haut dégagées sont reprises. Les fondations véritables, le contenu présenté sous forme systématique, l'obligation permettant la mise en application, tout cela grâce à la double intervention du sensible comme fondement au sens locquien du terme et de la raison ratiocinatio comme instrument. Mais ces exigences sont cette fois reprises négativement. Jamais l'ensemble n'en a
dans le passé étaient réunies. Cette dénégation radicale de la morale philosophique, qui fait penser à d'autres dénégations portant sur des prétentions de la métaphysique, n'empêche pourtant pas que la moralité véritable ait existé, et la nouveauté est là. Au moins, la mise en exergue de ce fait est neuve. L'essai disait déjà que la morale était proposée à l'examen individuel par l'éducation, la tradition, le langage. Mais pour la première fois, cette situation est prise en compte comme telle pour redéfinir la démonstration. Chacun peut découvrir un grand nombre de vérités qu'il reçoit d'abord des autres et qu'il accepte volontiers parce qu'elles sont conformes à la raison, alors qu'il les aurait difficilement découvertes lui-même. Il est remarquable, c'est même un critère, que même cette appropriation du second ordre se fasse comme l'appropriation par invention dans la peine et la douleur, que la peine de l'invention et celle de l'appropriation par vérification ne soient pas les mêmes, ne suppriment pas la réalité de la seconde. Locke le remarque même dans un texte où il insiste à l'inverse sur l'effort plus grand que l'inventeur. L'ensemble du savoir humain est revendiqué par chacun comme son bien propre dès qu'il l'a assimilé par son esprit en profitant de découvertes d'autrui. Et c'est vrai, mais il ne le reçoit pas par son travail à lui seul. Ce n'est pas son gain propre, il étudie, c'est vrai, il prend de la peine pour progresser à propos de ce que les autres ont produit. Mais la peine est d'une autre sorte chez ceux qui ont les premiers à mener ces vérités à la lumière, où il va les chercher. La raison est définie par l'appropriation pénible de son objet, la mise en parallèle du travail et de la raison dans la situation intermédiaire où l'homme est une des clés importantes pour comprendre de l'intérieur la pensée de Locke, et la suite du texte cité couronne l'ensemble. Il n'est pas avilissant pour la révélation que la raison apporte également son appui aux vérités que la révélation a découvertes. 6. Raison et loi révélées. Avec cette conception se trouve mise pleinement en œuvre la définition de la raison à laquelle avait abouti dans les dernières éditions de l'essai, et donc au même moment la polémique contre l'enthousiasme. La raison est non seulement le labeur, mais aussi l'œil critique, apte à juger de toute situation, que ce soit dans la démonstration ou hors d'elle. Et de même que c'est par rapport à la foi que se définit cet aspect de la raison, c'est de même par rapport à la révélation de la loi morale que se définit cette forme de la loi naturelle. La raison juge d'un système qu'elle n'a pas elle-même élaboré. Non seulement la raison n'a pas corps de principe évident, mais dans ses dernières œuvres, et peut-être sous l'influence de l'échec de la démonstration, elle n'est pas non plus source d'invention. Ainsi se vérifie l'interprétation de la sagacité. Cette faculté imaginative est trop incertaine pour appartenir en propre à la raison. Par contre, appartient en propre à la raison la perception de l'évidence du lien entre deux idées, quelle que soit l'origine du savoir de ce lien. La raison est appropriation de la vérité par l'expérience personnelle de l'évidence. La preuve par autrui n'est pas mienne tant que je n'ai pas saisi les relations entre les diverses idées, et la raison œuvre d'abord dans cette appropriation, quelle que soit la source de la mise en relation, même si la raison n'a pas elle-même accompli le premier degré du raisonnement, travail d'imagination ou sagacity selon la typologie du livre 4. Il y a néanmoins intuition de la relation. Le troisième degré demeure le plus important, et l'intuition de la relation étant son champ au même pas que la raison, sans sortir du champ de la connaissance certaine. Comment s'effectue cette prise en compte des vérités révélées par la raison critique? Il faudrait y consacrer une étude plus précise, mais dès à présent il faut lever une objection préjudicielle. Loin de soumettre la raison à la révélation, Locke ne soumet-il pas, comme on l'a souvent dit, la révélation à la raison? Au début du Reasonableness of Christianity, Locke présente les deux sources possibles de la loi naturelle. Il reprend deux affirmations traditionnelles, mais en leur donnant un sens propre. Pour les chrétiens d'abord, la loi des œuvres a été donnée par Moïse. Elle comprend une partie rituelle et une partie politique, qui ne valent tous deux que pour les juifs. Dieu peut ajouter n'importe quelle loi positive à laquelle l'homme doit obéir, mais cette loi n'est pas pour autant éternelle. Ce qui distingue la partie cultuelle et relative de la partie morale et naturelle, ce n'est donc pas la révélation, mais la raison, qui juge ce qui est éternel et ce qui ne l'est pas. Et l'éternel seul revient à la raison, le reste, fût-il divin, est aussi arbitraire et temporaire que la loi positive humaine. Par contre, la partie morale de la loi de Moïse, ou loi morale qui est pourtant la même loi éternelle du juste, oblige les chrétiens et tous les hommes, partout. Elle est pour tous la loi des œuvres immuables, l'affirmation même de la priorité de la loi révélée sur la loi naturelle. Naturelle parce que découverte par la raison seule, semble se retourner contre elle, puisqu'ici encore la distinction semble faite, uniquement en fonction de la constatation antérieure à la révélation du statut universel et éternel de cette loi. Constatation qui ne peut venir que de la raison.
On retrouvera comme caractéristique du déisme de certains amis de Locke cette affirmation que la philosophie doit précéder la théologie afin d'énoncer ce que la religion peut ou ne peut pas proposer. Pour les païens, ensuite, Locke reprend le verset de l'Épître aux Romains qui sert habituellement d'argument pour l'innéité ou la conscience morale, mais au lieu de lui donner ce sens intuitionniste, il glose le texte de Paul en le citant. Les païens qui n'ont pas de loi font, c'est-à-dire trouvent raisonnable de faire, par nature, les choses contenues dans la loi, et n'ayant pas de loi sont à eux-mêmes leur propre loi, ce que montre l'œuvre de la loi inscrite dans leur cœur, leur conscience portant témoignage et leurs pensées s'accusant ou s'excusant les uns les autres. Par ce passage et d'autres dans le chapitre suivant, il est évident que l'œuvre de la loi désigne la loi naturelle connaissable par la raison, aussi bien que la loi de Moïse. La raison chez les païens comme chez les chrétiens déterminerait donc quelle est la loi morale éternelle et la révélation ne ferait qu'apporter à une partie des hommes un complément d'information. La nouvelle conception de la raison n'asservirait que très superficiellement la raison à la révélation. Mais cette interprétation déiste de Locke est erronée. On ne voit pas d'abord comment concilier cette interprétation et les affirmations du même ouvrage qui insistent sur la nécessité de la révélation. De plus, cette interprétation contredit l'orientation de Reasonableness of Christianity énoncée dès les premières pages, écarter la prédestination calviniste qui prétend que les hommes sont condamnés à être immoraux, sans tomber dans l'excès inverse des déistes qui font de Jésus-Christ rien d'autre que quelqu'un qui restaure et prêche la pure religion naturelle. Pour Locke, ce qu'apporte le Christ, c'est seulement une loi de foi qui rachète les pécheurs, et que la loi morale, indépendamment de la révélation, demeure d'origine rationnelle. Locke ne reprocherait pas aux déistes de confondre loi d'origine purement rationnelle et loi morale, mais de limiter la fonction du Christ à une republication de la loi naturelle. Comment alors comprendre ces textes? C'est effectivement la raison qui juge de tout, non pas comme le comprend le déisme le plus dogmatique qui réduit raison et foi à deux sources opposées d'information et pour qui la raison établit un système préliminaire à la révélation. Au contraire, la raison juge de tout ce parce qu'elle est condition de saisie, d'agrément de quelque vérité que ce soit. Si l'on accepte d'entrer dans la conception lockéenne de la raison et si on écarte la dichotomie foi-raison, si l'on prend en charge comme le fait Pufendorf tout l'homme, assisté ou non par la révélation, on saisira que le chrétien comme le païen peuvent démontrer comme raisonnable ce qu'ils apprennent par ouï-dire ou ce qu'ils jugent bon par instinct. Car c'est ainsi qu'il faut comprendre le texte consacré à l'interprétation de l'Épître aux Romains, et non dans un sens purement rationaliste. Les païens font ce qu'ils jugent raisonnable de faire, mais cette raison intervient chez eux comme chez le croyant, après l'influence du désir et du mésèse, témoignage de la loi naturelle en eux antérieure à toute activité de raison. La recherche du bien n'est pas de même ordre que la loi naturelle, mais elle permet l'intervention de la raison critique. L'œuvre de la loi dans leur cœur est la conscience à laquelle Locke reconnaît une place à condition qu'elle soit signe et non principe. De la même manière, le plaisir sera signe du bien et ouverture à la morale, bien qu'il n'en soit pas le principe. Il ne s'agit pas d'un retour au sens moral ni au principe inné, mais d'une expérience initiale dont la raison étant la portée. La démonstration de la raison est moins que jamais élaboration d'un système inutile. Elle devient explicitement ce qu'elle tendait de plus en plus à être, l'examen critique de vérité pour les théories morales, de tendance pour les comportements déjà possédés. Il resterait à voir en quoi cette affirmation de reasonableness, cohérente avec la définition de la raison dans les dernières éditions de l'essai, révèle un aspect peu reconnu chez Locke. Il s'agirait pour Locke de fonder par la forme de la généalogie de la synthèse, d'écrire n'est pas nécessairement tomber dans la facticité. Une synthèse généalogique peut servir à élaborer le critère de ce qui est donné. 7. Loi naturelle, formelle et contenue de la loi. Presque tous les textes de Locke se concentrent sur le statut, l'existence, le mode de démonstration de la loi naturelle, et bien peu en donnent une liste, ce qui est symptomatique de la visée de Locke. Plus encore, dans les dernières œuvres, l'échec de la systématicité et la présentation de la raison comme critique d'affirmation préexistante converge vers l'affirmation du caractère formel de la loi naturelle. Cette position n'est pas une innovation. On vient de voir que Suarez, par exemple, défendait pour l'essentiel cette thèse, et l'on sait que d'autres auteurs du temps de Locke faisaient la même distinction entre deux aspects formels et appliqués de la loi naturelle. Pourtant, nous disposons d'au moins deux exposés de la loi naturelle, celui des Treatises on Government et celui des manuscrits, ébauches de la dernière partie de l'essai, qui ne sont en fait que des reprises d'éléments du droit romain ou de la loi mosaïque.
Pour The Treatise, la loi de nature est la loi de tout être humain. Comme dans les Essays on the Law of Nature, cette loi est dans le traité la conséquence de la situation ontologique de l'homme. L'homme ne s'est pas fait lui-même, il est l'œuvre de Dieu, workmanship, et donc sa propriété. Il ne se connaît pas lui-même et ne se possède pas en tant qu'homme, même s'il ne se connaît et se possède en tant que personne, c'est-à-dire en tant que personne sociale, personnage social, parce qu'en ce domaine, il s'est fait, lui et sa propriété. Le premier élément de la loi naturelle en découle, la conservation de soi. L'homme ne peut se suicider, ni se donner en esclavage, ni attenter à son être d'homme, parce qu'il ne lui appartienne pas plus, il ne peut pas attenter à la vie des autres hommes, enfants dont il n'est pas la cause, mais l'occasion, esclave éventuel. Ainsi seraient établis les éléments premiers de la loi naturelle, la conservation de soi individuel, la conservation de soi du genre humain, et, ce qui va plus loin, le besoin de vie sociale, source ultérieure du consent social. Liberté et égalité ne font pas, à proprement parler, partie de la loi naturelle, et ne sont pas des devoirs mais des droits. Et Locke, on l'a vu, conserve la distinction du droit et de la loi, mais il articule plus intrinsèquement qu'Hobbes droit et devoir. Ainsi, la self-preservation, qui est à l'égard de Dieu un devoir, est aussi un droit opposable au tiers. De même, les deux droits fondamentaux de l'égalité et de la liberté sont des droits qui s'inscrivent dans le cadre d'une loi naturelle. Pour Locke, c'est la loi qui donne des droits. Il n'y a pas d'un côté le droit et de l'autre des devoirs arbitraires qui les limitent. C'est la loi qui engendre le droit, autant que les devoirs qui lui sont liés. L'égalité implique la charité et la justice. La raison calculatrice, intervenant visiblement ici comme chez Hobbes pour étendre le besoin initial de préservation, juge qu'il serait anormal d'attendre d'autrui ce que je ne lui donnerai pas. Ainsi, l'amour mutuel est, dès les rédactions du traité, l'objet d'un calcul de la raison à partir de l'intérêt pour sa propre conservation, ce que ne démentirait pas Hobbes. Ce qui corrobore ce que l'on a dit plus haut, la reprise de cette même affirmation dans les textes posthumes n'est pas une marque d'hédonisme, mais reconnaissance de la nature humaine comme instinct sur lequel l'entendement résonne. C'est aussi la loi de raison et donc naturelle qui confère le droit de propriété, nouvelle identification du droit et de la loi, issue de la loi droit de préservation. De même encore, la soumission aux parents et inversement le devoir de s'occuper de ses enfants sont à la fois droit et devoir. Ainsi, les limites de la loi naturelle sont-elles assez floues. Les principes évidents en font partie au même titre que ce qui en est déduit rationnellement sans que l'on sache jusqu'où la démonstration peut aller dans la particularité tout en restant élément de la loi naturelle. L'autre exposé de la loi naturelle est encore plus embryonnaire. Il reprend quelques-unes des affirmations précédentes à partir de principes fort différents. La loi naturelle est supposée connue. Ce qui est cherché, c'est seulement la démonstration pour y parvenir. J'ai déjà parlé de l'évolution de Locke et dit pourquoi la démonstration dans les carnets de notes rédigés en 92-93 se donnait un point de départ différent de celui du traité. La préservation de soi n'est plus un devoir issu du lien ontologique à Dieu. La contingence est au contraire un fait fondamental, de même que la recherche du bonheur. La démonstration ne part plus d'une prétendue connaissance immédiate de Dieu. De l'égalité dans la contingence et de l'intérêt conjugué naissent le contrat, le respect de la parole donnée, l'amour d'autrui et la charité. De la préservation de soi dans le traité ou de la recherche de l'intérêt et du bonheur dans les textes posthumes, la démonstration par la raison étant la loi concernant l'individu à sa dimension sociale. Mais des deux côtés, cette dimension sociale ne fait que retrouver une communauté primitive dans laquelle s'insérait l'individu et dont témoignait la contingence. Des deux côtés, le schéma est presque le même et la démonstration aussi courte. Des deux côtés, ce qui manifestement est cherché à travers la démonstration, c'est la recomposition par la raison de cette socialité naturelle. La fonction de la raison est de faire passer de l'individuel au collectif en même temps que de l'instantané à ce qui dure. Il n'y a, sauf erreur, guère d'autres affirmations concernant le contenu de la loi de nature. C'est bien peu, mais suffisant pour le but que Locke s'était fixé, car il était essentiel que le contenu de la loi naturelle soit aussi réduit que possible. Et il est en fait aussi important pour saisir Locke d'être attentif à ce qui n'est pas inséré dans la loi naturelle qu'à ce qui est. Règles de succession royale, règles de culte, règles morales précises, règles de propriété sont absentes. Bref, l'intérêt de la loi naturelle est d'ouvrir un champ pour la loi positive, car il fallait éviter l'inflation des règles naturelles. Filmer et ceux dont il défendait la cause, mais aussi tous les gens d'église, appuyaient leur autorité sur une prétendue loi naturelle.
Or, si la loi impose de rendre un culte à Dieu, elle n'impose pas de le faire de telle ou telle manière, et de manifester par une critique du naturalisme est fondamentale pour la paix sociale, de même pour la succession, la propriété ou la conduite sociale. Les Letters Concerning Toleration constituaient ainsi la face négative de cette élaboration de la loi naturelle. Elle note tout ce dont le magistrat ou le prêtre ne peuvent juger sous prétexte de loi naturelle, tout ce qui doit rester du domaine des choses positives et donc relatives d'une part, indifférente ou privée d'autre part, pour que la paix soit assurée. Et c'était dans ce cadre-là que la forme de démonstration de la loi naturelle intéressait Locke plus que le contenu. Comment trouver une loi naturelle certaine, limitée et telle que les luttes politiques et religieuses puissent être réduites, manifester que toute détermination de la loi de nature et de la loi positive à partir de celle-ci doit partir d'une idée simple, sensible et non d'idée acquise par révélation, manifester que la loi de nature ne peut se construire que par un raisonnement à partir de ces données sensibles, c'est restreindre la prétention à l'obligation naturelle, c'est renvoyer au positif et donc à l'arbitraire, au non obligatoire, tout ce reste. La réflexion de Locke sur la loi naturelle, ne l'oublions pas, s'inscrit dans le grand débat de la communauté anglicane sur les adiaphoras. Si la loi naturelle impose une vie sociale pacifique, l'essentiel est acquis. Il reste donc à répondre à deux questions qui ont en fait partie liées. Pourquoi une loi naturelle énoncée malgré l'insistance sur l'aspect formel et quelle est la fonction de cette énonciation? C'est dans les Treatises on Government et dans les Letters Concerning Toleration que l'on trouve les réponses les plus nettes. La loi naturelle y est dite loi de la raison, plus exactement, la raison est cette loi, et donc aucune loi positive, fût-elle religieuse, ne peut faire affaire. Et Locke affirme même que la loi de nature est non écrite, et donc ne peut être trouvée nulle part ailleurs que dans l'esprit des gens. Les autres ouvrages, jusqu'à Reasonableness of Christianity, sont préoccupés de démonstration et n'énoncent pas théoriquement le formalisme, mais l'appliquent. Ils déterminent la place de l'entendement en morale. Nous en avons déjà parlé, et j'en dirai encore quelques mots à propos de la liberté. Malgré ce formalisme, la loi naturelle n'est pourtant pas un ensemble vide. Boyle déjà critiquait les morales philosophiques en ce qu'elles n'allaient guère au-delà de la démonstration des devoirs élémentaires de la loi naturelle, et pas plus que lui, Locke, n'admet que cette loi soit réduite à des énoncés purement formels ou triviaux, qui n'apporteraient aucune information du type de ceux que Herbert of Cherbury, on s'en souvient, a énoncés. Un commandement tel que la vertu est le culte le plus excellent que l'on puisse rendre à Dieu se réduit en fait à Dieu se plaît à voir pratiquer ce qu'il commande, ce qu'il est aussi évident que vide. Ou encore, les hommes doivent se repentir de leurs péchés, ne devient utile que lorsqu'on a explicité le sens de péché. De tels énoncés ne peuvent être considérés comme des principes de morale, dit-il, ce qui confirme l'interprétation donnée plus haut. La morale, more geometrico, ne peut consister en une simple explicitation analytique des termes sous peine de tomber dans l'insignifiance. Il faut donc énoncer la loi naturelle aussi formelle soit-elle. Selon les essais en The Law of Nature, cette loi est dite naturelle parce qu'elle est issue de la nature de l'homme, qui se caractérise par la raison, qui est l'expression de la volonté divine. Tout être a une loi qui est propre à son espèce, et celle de l'homme n'est pas celle de l'animal. Cette présentation est en fait contredite par la plupart des textes ultérieurs. Les rivalités, les besoins, les instincts, les désirs issus de la nature de tout animal servent en fait de base à l'élaboration de la loi naturelle autant que la raison. Locke donne alors plus de poids à l'autre versant de l'être humain. Mais ce serait une erreur d'opposer totalement les deux présentations. C'est toujours le jeu entre les deux natures qui permet de constituer la loi naturelle. Même si la raison joue un rôle fondamental, elle le joue en second, à partir d'un naturel qui est de l'ordre de la passion. La raison maîtrise ce qui est naturel, l'oriente ou lui donne sens, selon les ouvrages. C'est l'opposition traditionnelle entre les deux natures, passion et érosion, qui se joue là, mais que Locke ne thématise pas. Et c'est de cette dualité du naturel que vient en fait, comme chez tout moraliste, la possibilité et la nécessité d'énoncer une loi naturelle. Si l'homme n'était que raison, comme dit le Locke, la loi serait purement formelle. Si elle a un contenu, c'est que la nature humaine n'est pas que raison. Locke jouera ainsi constamment sur les deux tableaux, une loi explicite parce qu'elle a affaire à la passion, et une loi formelle en tant que raison, identique à la liberté, informulable, qui ne se trouve inscrite que dans l'esprit de l'agent moral. En tant que raison, elle est critique de toute loi positive, critère de tout comportement et des multiples lois positives. En tant que loi énoncée, elle est l'origine de l'énonciation des autres droits et devoirs. La raison est donc au centre du dispositif moral, au moins quant à l'énonciation de la loi. Pendant 40 années, Locke a réfléchi sur la démonstration de la loi naturelle, en marquant schématiquement 4 étapes.
Les essais on the law of nature partent de l'homme défini comme être de raison, participant à la raison divine. Dans les drafts, la démonstration par comparaison s'appuie sur la clarté et l'artificialité de la relation, que l'essai reprend en termes de mode mixte. La troisième étape s'inspire de la distinction du contenu et de l'obligation présente dès la théorie initiale de l'essai et prend pour principe de démonstration l'obligation inscrite dans la nature humaine sous forme de désir. C'est la thèse élaborée dans la deuxième édition de l'essai et les manuscrits contemporains. Enfin, quatrième étape, celle du reasonableness, la raison est suffisamment libérée de ses sources stoïciennes pour se cantonner dans une tâche critique à l'égard de la révélation chrétienne. Mais il s'agit toujours d'une même recherche de la loi naturelle par exercice démonstratif de la raison sur une expérience. Ce qui change dans cette évolution, c'est entre autres le statut de celui qui s'interroge sur la loi naturelle et en conséquence l'aspect de la loi naturelle qui est objet de démonstration. Initialement, la démonstration portait sur l'objectivité de la loi naturelle mise en évidence pour un interrogateur situé du point de vue de Dieu. La démonstration ultime porte sur la validité de l'obligation de la loi naturelle pour un interrogateur qui est concerné, situé et intéressé. Dans cette évolution, il ne s'agit pas de la même expérience, même si la conception de la raison et de l'entendement demeure identique.